Bonjour. Alors pour faire suite au cours concernant la fonction transmettre, aujourd'hui on va traiter les trains d'engrenage. C'est un cours destiné aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences maths B et aussi aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques. Le cours d'aujourd'hui fait partie du deuxième module, la chaîne d'énergie. Deuxième module de la discipline sciences de l'ingénieur, qui a compétence visée de rechercher des solutions technologiques constructives pour un produit répondant à un besoin. Aujourd'hui, on va viser la description des grandeurs physiques d'entrée-sortie, les mouvements d'entrée, les mouvements de rotation à la sortie et la variation de ces composantes, en se basant sur un produit support qui est la transmission mécanique manuelle et automatique au niveau d'une voiture. Tout d'abord, on doit localiser notre champ de travail. Alors, la fonction transmettre, elle fait partie de la chaîne d'énergie qui permet, c'est la partie opérative dans un système automatisé, qui permet d'adapter l'énergie mécanique afin d'agir sur la matière d'œuvre. La fonction transmettre est assurée par des systèmes de transmission. Ces systèmes de transmission qu'on peut partager en deux familles, soit des systèmes avec transformation de mouvement ou des systèmes sans transformation de mouvement. Pour les systèmes avec transformation de mouvement, on parle du système vis-écrou, les systèmes ACAM, système pignon-crémaillère, système bielle-manivelle. Et pour les systèmes sans transformation de mouvement, il y a aussi deux familles. C'est les systèmes sans modification de vitesse angulaire, les accouplements, les embrayages et les freins. Et les systèmes avec modification de vitesse angulaire, c'est les systèmes pignon-chaîne, système polycourroie. Et le système qui nous intéresse le plus, c'est les systèmes à engrenage. Alors aujourd'hui, on va traiter l'application du système engrenage. C'est les trains d'engrenage. Alors, les trains d'engrenage, c'est un ensemble d'engrenages qui sont assemblés l'usine avec engrenés les unes par rapport aux autres à travers des axes principaux et des axes intermédiaires. Il y a deux familles de trains d'engrenage. On parle des trains d'engrenage simples et des trains d'engrenage épicycloïdaux qui font partie et qui constituent la base de notre produit support aujourd'hui, qui est la transmission d'énergie mécanique au niveau d'une voiture, que ce soit une transmission automatique ou une transmission manuelle. Alors, en utilisant un levier, on peut de différents rapports. La même chose lorsqu'on met en série différents rapports de différents trains épicycloïdaux en série afin d'établir différents rapports à la sortie de la boîte de vitesse automatique. Alors aujourd'hui, on va traiter les trains d'engrenage simples, les caractéristiques des trains d'engrenage simples. Par la suite, on va traiter aussi les trains d'engrenage épicycloïdaux et on va finir par quelques applications. Alors, on dit un train d'engrenage simple, c'est lorsque le train, les axes des différentes roues occupent une position invariante par rapport au bâti. Dans ce cas, on parle de contact extérieur entre les roues ou un contact intérieur. Alors, contact extérieur, c'est un contact entre deux roues à denture extérieure. Et le contact intérieur, c'est un contact entre une roue à denture extérieure et une roue à denture intérieure, ce qu'on appelle une couronne. Vous pouvez observer au niveau du schéma cinématique qui illustre l'ensemble de roues dentées qui sont engrenées les unes par rapport aux autres, par rapport à un axe d'entrée qui permet de transmettre le mouvement à l'axe de sortie. Donc l'axe d'entrée, il est encastré. Vous pouvez observer le pignon, le premier pignon 1 encastré sur l'arbre d'entrée. Il est engrené par rapport à la roue dentée 2
qui est encastré sur l'arbre secondaire. C'est le cas aussi pour le pignon 3, qui permet de transmettre le mouvement vers la roue dentée 4 encastrée sur l'arbre de sortie, d'où la transmission du mouvement à partir de l'arbre d'entrée vers l'arbre de sortie. Ici, vous pouvez observer un contact intérieur entre deux roues dentées extérieures et un contact intérieur entre le pignon 3 et la couronne 4. Le pignon 1 est considéré comme étant une roue menante et le pignon 3 aussi parce qu'il permet d'entraîner la roue dentée 4. Et les roues 2 et 4 sont considérées comme étant des roues menées. L'objectif de traitement d'un train d'engrenage, c'est d'adapter la vitesse de rotation à la sortie, d'où la nécessité de calculer ce qu'on appelle le rapport de transmission. Le rapport de transmission, c'est le rapport entre la vitesse angulaire à la sortie du système divisé par la vitesse angulaire à l'entrée du système, qui est en relation avec le nombre de dents du roue qui compose le système. Vous pouvez observer, si on considère un train à n engrenages, la relation générale, R égale à oméga S sur oméga E, en radians par seconde, vitesse angulaire, qui est égale à NS, c'est la fréquence de rotation en tours par minute, qui est égale à moins 1 à la puissance n. Avec n, c'est le nombre de contacts extérieurs, multiplié fois le produit du nombre de dents du roue menante, divisé par le produit du nombre de dents des roues menées. Et on obtient ce qu'on appelle le rapport de transmission, qui permet de mettre en liaison la vitesse de sortie et la vitesse d'entrée en fonction du nombre de dents des trains d'engrenage. On va traiter un exemple. Alors, le premier exemple est composé d'un pignon avec un nombre de dents Z1, une roue Z2, Z3 et une roue 4 avec un nombre de dents Z4. Alors, l'entrée, à partir de l'entrée de mouvement, c'est au niveau de l'arbre relié au pignon 1, qui permet d'entraîner 2. Donc, Z1 sur une roue menante et 2 sur une roue menée. La même chose, 3 va entraîner 4 par l'intermédiaire de l'arbre secondaire, ce qui fait la roue 3, le pignon 3, c'est un pignon menant, et 4, c'est une roue menante, et on obtient le mouvement à la sortie. Alors, le rapport de transmission est relatif aussi au nombre de contacts extérieurs, c'est moins 1 à la puissance n. Lorsqu'on dit moins 1 à la puissance n, alors le résultat soit moins 1, soit 1. Si le résultat est égal à moins 1, ça veut dire qu'on va inverser le sens de rotation. Et si le résultat est égal à 1, ça veut dire que le sens de rotation à la sortie sera le même que l'entrée. Alors pour notre exemple, le rapport de transmission est égal à Z1 multiplié fois Z3 divisé par le nombre de dents de la roue dentée 2 multiplié fois le nombre de dents de la roue dentée 4. Et on va conserver le même sens de rotation à la sortie que par rapport à l'entrée. Le deuxième exemple aussi, il est composé de 4 roues dentées avec première roue dentée pignon avec un nombre de dents Z1, la deuxième roue dentée avec un nombre de dents Z2, la troisième avec un nombre de dents Z3 et la couronne qui a un nombre de dents Z4. Alors dans ce cas, Z1 et Z3 sont les roues menantes et Z2 et Z4 sont des roues menées. Alors le rapport de transmission est égal à Z1 fois Z3 divisé par Z2 multiplié fois Z4, sachant que vous avez un contact extérieur et un contact intérieur entre le pignon 3 et la couronne 4. Donc le nombre de contacts extérieurs est égal à 1. Alors le résultat, c'est moins. Ça veut dire qu'on va inverser. Le sens de rotation à la sortie sera inversé par rapport au sens de rotation à l'entrée. Le troisième exemple. Pour le troisième exemple, on va ajouter une roue intermédiaire et on va voir la fonctionnalité d'ajouter une roue intermédiaire. Vous pouvez observer sur le schéma cinématique, toujours l'entrée s'effectue au niveau du pignon 1 qui va entraîner le pignon 2. Le pignon 2 engrainé sur l'arbre secondaire
et la roue 3 automatiquement va entraîner la roue 4 et en même temps la roue 4 qui est en liaison pivot par rapport au bâti va entraîner la roue 5. Donc dans ce cas Z4, la roue 4 c'est une roue menante et en même temps c'est une roue menée. Alors si vous observez côté rapport de transmission, il n'aura aucune influence côté rapport parce qu'on va considérer dans la relation Z4 et on va diviser par Z4, donc il ne va pas influencer la valeur du rapport, mais l'influence, on peut l'observer au niveau du sens de rotation. Alors le rapport de transmission R est égal à moins 1 à la puissance 3, ça veut dire qu'on a ajouté un autre contact extérieur afin d'inverser le sens de rotation. Le dernier élément, c'est la couronne qu'on observe à l'extérieur. Les trains d'engrenage épicycloïdaux autorisent de grands rapports de transmission sous un faible encombrement. Vous pouvez observer au niveau de l'animation le fonctionnement global d'un train d'engrenage épicycloïdal. Elle dépend de 3 paramètres. Alors le premier paramètre, c'est au niveau des 2 entrées possibles. Ça veut dire l'entrée au niveau du train épicycloïdal qu'on peut changer. Et le deuxième paramètre, c'est que l'élément qui va être fixé, toujours selon la configuration choisie, soit on va fixer la couronne, fixer le planitaire ou fixer le porte-satellite. Et le troisième paramètre, c'est le choix de la sortie. Le choix de l'entrée et la sortie, et ça va influencer le rapport de transmission du train épicycloïdal. Alors, on va voir une animation. Alors, vous pouvez observer les différents éléments. Alors, le planitaire central au milieu, il est engrainé par rapport aux satellites. Les satellites sont maintenus en place par le porte-satellite qui est bien sûr entraîné en rotation. Et en fonction de la configuration choisie, on peut définir le rapport de transmission. La schématisation cinématique qui va nous permettre d'avoir une idée sur la configuration bien sûr choisie au niveau du train épicycloïdal et aussi pour comprendre le fonctionnement du mécanisme. Côté schématisation cinématique, vous pouvez observer ici, dans ce cas, le planitaire central qui est en liaison pivot par rapport au bâti. Elle est engrainée par rapport aux satellites qui sont en liaison pivot par rapport au porte-satellite. Le porte-satellite aussi, elle est en liaison pivot par rapport à la couronne qui est engrainée sur les satellites. Donc, vous pouvez observer ici que la couronne, la configuration choisie, c'est la couronne qui est fixe, qu'on a fixée par rapport au bâti. Alors, l'intérêt des trains épicycloïdales, c'est de varier le rapport de transmission juste en immobilisant l'une des composantes. Ça va nous permettre d'avoir de très grands rapports de transmission, mais avec un faible encombrement, contrairement au train d'engrenage simple. Alors, pour déterminer le rapport de transmission du train engrenage simple,
épicycloïdale, il faut passer par le calcul de ce qu'on appelle la raison basique, définie par la formule de Willis. Alors la raison basique qui est égale à la vitesse de rotation du planétaire, moins vitesse de rotation du porte-satellite, divisé par la vitesse de rotation de la couronne, moins la vitesse de rotation du porte-satellite, qui est égale aussi à moins 1 puissance n, ça veut dire le nombre de contacts extérieurs. Ici, le contact extérieur, vous avez un contact extérieur entre le planétaire et les satellites, et vous avez un contact intérieur entre les satellites et la couronne. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1, et le sens sera inversé. Est égal aussi multiplié fois le produit des aides menantes divisé par le produit de nombre de dents des roues menées. Le rapport de transmission, c'est toujours la vitesse de rotation à la sortie divisée par la vitesse de rotation à l'entrée. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du choix qu'on a effectué au niveau de l'entrée et de la sortie. L'objectif, c'est quoi? C'est pour calculer le rapport de transmission, il faut passer par la relation de Willis et chercher le rapport de transmission en fonction du nombre de dents. On va traiter la première configuration. C'est le cas où le planétaire central est bloqué. Alors, le cas où le planétaire central est bloqué, on va considérer l'entrée au niveau de la couronne. Les satellites, elles sont maintenues par le porte-satellite. Alors, la sortie, ça sera au niveau du porte-satellite. Donc, le rapport de transmission dans ce cas, c'est la vitesse de rotation angulaire du porte-satellite divisée par la vitesse de rotation angulaire de la couronne. Et en fonction du nombre de dents, on peut calculer en utilisant la formule de Willis, la raison basique. Vous pouvez observer que RB qui est égal à oméga du planétaire moins oméga porte-satellite divisé par oméga couronne moins oméga porte-satellite. Le planétaire est bloqué, alors la vitesse de rotation du planétaire est égale à 0. Donc c'est égal à moins oméga porte-satellite divisé par oméga couronne moins oméga porte-satellite. En respectant les désignations et les repères au niveau du schéma cinématique, le planétaire se repère 1, satellite repère 2 et la couronne repère 3. On peut déduire que le planétaire, il entraîne les satellites et les satellites entraînent la couronne. Donc, c'est Z1, Z2 sur Z3, Z1. Donc, la raison de basique est égale à moins Z1 sur Z3. On va essayer de rechercher le rapport de transmission à partir de la raison basique. C'est la suite de l'exemple. Alors, la raison basique est égale à moins oméga 4 sur oméga 3 moins oméga 4, qui est égal à moins Z1 sur Z4. Alors, si on factorise par oméga 4, on peut faire apparaître le rapport de transmission. Alors, oméga 3 sur oméga 4, c'est l'inverse du rapport de transmission. Et en développant la relation, on peut déduire le rapport de transmission qui est égal à Z3 sur Z1 plus Z3. C'est en ce qui concerne la première configuration. C'est lorsque le planétaire est bloqué. Alors, vous pouvez calculer le rapport de transmission, mais il faut faire le passage par la relation de Willis. Passage nécessaire parce que c'est la raison basique qui est égale au produit de nombre de dents. Et pour calculer le rapport de transmission, bien sûr, il faut le calculer en fonction du nombre de dents, d'où la nécessité de passage par rapport à la raison basique. On peut changer de rapport de transmission si on change de configuration. C'est le deuxième cas que vous pouvez observer sur la schématisation, sur l'animation. Alors, dans ce cas, c'est la couronne qui est bloquée. L'entrée s'effectue au niveau du planétaire et la sortie au niveau du porte-satellite, sachant que la couronne est bloquée. Alors, le rapport de transmission dans ce cas, c'est la vitesse de rotation du porte-satellite divisée par la vitesse de rotation du planétaire. On va appliquer la relation de la raison basique afin de déduire le rapport de transmission. Dans ce cas, la couronne est bloquée. Ça veut dire que oméga couronne est égal à 0. Et en développant le calcul, comme on a fait dans le cas précédent, on peut déduire le rapport de transmission pour cette configuration, qui est d'ailleurs la configuration la plus utilisée. Le rapport de transmission, c'est
oméga planitaire divisé par oméga porte satellite qui est égal au nombre de dents du planitaire plus le nombre de dents de la couronne divisé par le nombre de dents du planitaire. C'est la deuxième configuration. Pour la troisième configuration, c'est la dernière configuration, c'est le cas où le porte satellite qui est bloqué. Vous pouvez observer sur l'animation. Alors vous avez le porte satellite qui est bloqué. Le mouvement d'entrée s'effectue au niveau du planitaire et le mouvement de sortie s'effectue au niveau de la couronne. Si on change d'entrée-sortie, ça veut dire si l'entrée c'était au niveau de la couronne et la sortie au niveau du planitaire, alors le rapport de transmission il sera inversé. Donc il faut faire attention à l'observation de l'entrée et la sortie du mouvement. Donc à partir de ce mécanisme, on peut déduire que le rapport de transmission, c'est la vitesse de rotation de la couronne divisée par la vitesse de rotation du planitaire, qui sont en relation avec la raison basique. Si on calcule la raison basique, on prend en considération oméga ps qui est égal à 0. Dans ce cas, le train épicycloïdal, il fonctionne comme étant comme un train d'engrenage simple. Comme vous pouvez observer, le rapport de transmission, elle est égal à la raison basique, qui est égale à moins Z3 sur Z1. C'est le rapport entre le nombre de dents. Donc, dans ce cas, le train épicycloïdal, il se comporte comme un train classique d'engrenage. Pour les trains d'engrenage, lorsqu'on parle de train d'engrenage simple, la condition, c'est la condition d'engrainement. Ça veut dire que les deux roues, que ce soit pignon ou roue, doivent avoir le même module. La même chose pour les trains épicycloïdaux. Il y a la condition, la première condition, c'est la condition d'engrainement. Il faut qu'ils aient le même module, que ce soit le planitaire, les satellites ou la couronne. Et la deuxième condition, c'est la condition de montage. Vous pouvez observer sur le schéma cinématique que le diamètre de la couronne, pour avoir un montage possible, il faut que le diamètre de la couronne soit égal au diamètre des satellites plus le rayon du planitaire. C'est ce qu'on appelle, et bien sûr, on peut calculer cette condition en fonction du nombre de dents par la suite. L'essentiel, c'est ce qu'on appelle la condition d'anthrax. C'est la condition de montage, pour avoir un montage possible entre les roues dentées. Alors, les applications des trains d'engrenage épicycloïdal, on a déjà parlé de ça, c'est surtout les boîtes de vitesse automatiques. On les utilise aussi au niveau des éoliennes, afin d'augmenter la vitesse de rotation à l'entrée de l'internateur pour produire plus d'énergie électrique. Il y a toujours l'élément principal où on applique les trains épicycloïdales, c'est au niveau des boîtes de vitesse automatiques qu'on a vu au début. On va voir un schéma, un dessin d'ensemble qui illustre un train d'engrenage. Il s'agit ici d'un moteur réducteur. Vous pouvez observer que l'entrée de mouvement s'effectue au niveau du moteur. Ici, vous avez un limiteur de couple qui permet de limiter le couple transmissible à une certaine valeur afin d'éviter les problèmes dus au blocage accidentel des trains ou du système de transmission. Elle permet la liaison entre le moteur, l'accouplement entre le moteur et l'arbre 4, qui est considéré comme étant l'arbre d'entrée. Elle contient un pignon. Alors le pignon 4, il entraîne la roue 7 par l'intermédiaire du premier engrenage. Et la roue 7 est encastrée comme vous pouvez observer, sur l'arbre 6 en utilisant une clavette et une mise en position et un maintien en position en utilisant un écrou et une rondelle. Donc elle va entraîner automatiquement l'arbre 6 qui permet d'entraîner par la suite la couronne 8. La couronne 8 qui est encastrée sur l'arbre 5 qui permet d'entraîner à la sortie le pignon 11. Donc pour ce système d'engrenage, on peut déduire que le rapport de transmission qui est égal à la vitesse de l'arbre 5 divisé par la vitesse de l'arbre 4, c'est la vitesse moteur, qui est égal au produit de nombre de dents menantes. Alors les menantes ici c'est 4, c'est le pignon 4 et le pignon 6.
Donc c'est Z4 fois Z6 divisé par Z7 fois Z8. Et pour le sens de rotation, vous avez le premier contact, c'est un contact extérieur, et le deuxième, c'est un contact intérieur. Ça veut dire qu'on va inverser le sens de rotation par rapport à l'entrée. Donc, je récapitule. On a traité les trains d'engrenage simple et les trains d'engrenage épicycloïdal qui constituent des systèmes de transmission mécanique qui ont pour fonction d'adapter l'énergie mécanique afin d'agir sur une matière d'œuvre, et c'est la fonction de tous les systèmes automatisés. Merci.